Carmen Sama brise enfin le silence sur l'affaire Ténor vs Eunice Zunon et elle apporte son soutien à Eunice Zunon. Ténor réagit, pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer à nos prochaines vidéos. C'est parti! Affaire Ténor vs Eunice Zunon. La veuve de DJ Arafat réagit enfin à la bagarre de Ténor contre Eunice Zunon et accuse Ténor d'être un homme que dans cette vidéo elle voit une femme qui aime encore son homme et qui ne veut pas le quitter. Ténor, s'il te plaît, la Côte d'Ivoire est vraiment très en colère contre toi pour avoir frappé leur sœur ivoirienne et moi aussi d'ailleurs je le suis. Eunice ma chérie, tu as tout mon soutien dans cette affaire, tu peux compter sur moi pour quoi que ce soit et... Toi Ténor, évite de frapper une femme à l'avenir, c'est un conseil pour toi. Oh ma coucou Eunice, sois forte dans cette épreuve et surtout tu as mon soutien inconditionnel, bisous et bye bye, a déclaré Carmen Sama. Quand on a vu Tina Glamour chanter le 12 octobre, vraiment, on était enjaillé. Parce que on se demandait comment elle allait venir sur la scène. Parce que vrai là, nous tous on sait que notre glam nationale, elle aime soulever son coude là un peu trop haut. Oh là là, Tina Glamour a chanté les yeux clairs. Déjà, voici les raisons. Je n'ai bu que de l'eau avant de monter sur scène, j'ai demandé à Dieu de désenvoûter ma bouche. Je suis de tempérament chaude. Donc, je n'ai pas besoin de m'enivrer d'alcool pour être très en verve sur scène. Je n'ai bu que de l'eau avant de monter sur scène. L'eau est la source de vie. Je ne suis pas au stade de boire l'alcool avant une prestation. Ma bouche parle très mal, je le reconnais. Mais j'ai décidé de changer de comportement. Je ne proférerai plus d'injures. Oui, je ne parlerai plus. Mais vous aussi, pas d'insolence à mon encontre. Quand on est juste et poli avec moi, j'en fais pareil. Nous on ne peut que dire amen, si tu as décidé de changer de vie. C'est un secret de Polichinelle, la détention depuis plusieurs mois des 49 militaires ivoiriens, met à mal les relations entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Plusieurs négociations ont été entamées de part et d'autre pour calmer le jeu, mais rien n'y faire. Abidjan et Bamako se regardent toujours en chien de faïence, chacun campé sur sa position. Toutefois, là où les politiques semblent ne pas trouver solution, la diplomatie religieuse aura-t-elle de la chance? Une publication de Sam l'Africain, ce mardi 23 août, laisse entrevoir une possible médiation de guides religieux ivoiriens pour obtenir la libération des 49 soldats injustement arrêtés. Dans cette vidéo, la déclaration. Récemment, j'ai ouï dire qu'une délégation composée de plusieurs hommes de Dieu ivoiriens se serait rendue au Mali pour essayer de faire la médiation et d'obtenir la libération de nos frères qui y sont retenus à tort ou à raison. Honnêtement, si l'information est vraie, je salue cette initiative altruiste et pacifique qui par ailleurs me laisse perplexe. En fait, je suis assez surpris de savoir qu'en Côte d'Ivoire, il y a des hommes de Dieu prêts et doués pour de telles méditations. Tout le monde sait que plusieurs Ivoiriens à la faveur de la crise post-électorale de 2010 sont encore détenus dans diverses prisons à travers le pays. Et ce, malgré les multiples appels demandant leur libération. Pourtant, 11 ans après, je n'ai pas en mémoire le souvenir d'une délégation des hommes de Dieu ivoiriens demandant pardon au président de la République pour leur liberté. Aussi, grande a été ma surprise doublée de déception en apprenant que des hommes de Dieu ivoiriens seraient allés au Mali pour demander pardon aux autorités maliennes afin d'obtenir la libération de nos soldats qui y sont détenus. Sachant qu'on ne les a jamais vus ici se lever et demander pardon pour leurs frères qui sont détenus depuis plus de 10 ans, je me demande bien si la charité bien ordonnée commence encore par soi-même. En recevant mercredi le rapport final des Assises nationales, le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, a souligné l'impérieuse nécessité pour les Guinéens de mettre fin au clivage afin de regarder ensemble dans la même direction. Le colonel Doumbouya affirme que les Assises nationales ont permis à chaque Guinéen de dire sa part de vérité. En tant que président et soldat, rappelle-t-il, j'ai juré de servir le drapeau. Je connais la teneur du serment. J'entends honorer mes engagements. Il a tenu à souligner avec insistance que nous nous sommes engagés à faire une rupture en procédant à des réformes. Aucun développement n'est possible sans justice et la lutte contre la corruption. Le changement touche des intérêts individuels et égoïstes parfois qui bloquent malheureusement l'unité et le rassemblement de la Guinée. Mais nous ne pouvons pas continuer à freiner le développement de notre pays en se cachant derrière des considérations irrationnelles que sont l'ethnie. Le président de la transition malienne a nommé hier, en remplacement de Choguel Kokala Maïga au poste de Premier ministre, le colonel Abdoulaye Maïga.
Docteur lieutenant-colonel de gendarmerie et actuel ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation et porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga est un expert en sécurité internationale et défense, en gestion des conflits et bonne gouvernance, droits de l'homme et droits humanitaires. Il a obtenu son doctorat en sécurité internationale et défense en 2011. Mais bien avant cette distinction, le colonel Abdoulaye Maïga a obtenu son Master 2 en sciences politiques, option défense et sécurité internationale en 2007. Le nouveau Premier ministre malien par intérim a aussi décroché son Master 2 en spécialité des études stratégiques et politiques de défense en 2006 à l'École des hautes études internationales de Paris. France, officier chargé de programme et analyste en charge du terrorisme, de l'extrémisme viol et de la sécurité maritime, depuis le 08. Décembre 2016, l'actuel Premier ministre malien a su identifier et mettre en œuvre des programmes liés aux protocoles et politiques de la CEDEAO, mais aussi de préparer la documentation pour guider la prise de décision, de coordonner et assurer la liaison avec les analystes de salle en charge de la surveillance et des rapports sur les différents États membres. Il a eu entre autres à assister le directeur dans la supervision de la région CEDEAO et la conduite d'une bonne analyse politique et sécuritaire de la sous-région et de participer à la formulation de recommandations pour aider à la prise de décision stratégique, toujours dans le cadre de sa mission sécuritaire à la CEDEAO, Centre africain d'études et de recherche sur le terrorisme, Commission de l'Union africaine, analyste alerte et prévention. 26 novembre 2014 au 7 décembre 2016, le colonel Maïga a été chargé de répertorier quotidiennement les actes terroristes commis en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, d'assurer le suivi en temps réel des conflits, d'analyser puis de dégager les tendances lourdes du terrorisme dans les régions africaines précitées. Il contribuait notamment à l'élaboration des recommandations relatives à la lutte contre le terrorisme, à l'identification des bonnes pratiques en matière de lutte contre le terrorisme, tout en assurant le suivi de l'application et de la mise en œuvre, par les États d'Afrique de l'Ouest et ceux de l'Afrique centrale. Il était bien impliqué dans les mesures de l'Union africaine en matière de lutte contre le terrorisme et dans la participation à l'évaluation des capacités des États dans la lutte contre le terrorisme. Le colonel Maïga a été officier de cabinet chargé de la lutte contre le terrorisme et point focal du Centre africain d'études et de recherche sur le terrorisme, Union africaine, et point focal. Affaire des 49 militaires ivoiriens. Tiken Jah Fakoly se prononce. L'artiste ivoiro-malien, Tiken Jah Fakoly, s'est prononcé dans une vidéo sur la situation entre le Mali et la Côte d'Ivoire qui continue de se dégrader du fait de l'affaire de l'interpellation des 49 militaires ivoiriens à Bamako. Dans une vidéo, Tiken Jah Fakoly déplore le fait que la situation n'est toujours pas débloquée. Le regaillement assure avoir pourtant tenté de trouver des personnes pour jouer les médiateurs. J'aimerais aujourd'hui m'exprimer sur la situation entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Vous savez, je suis ivoirien d'origine et malien d'adoption. C'est comme si ma mère et mon père sont en palabre. Moi, ce qu'on m'a appris dans ce cas-là, en tant que malinqué, je n'ai rien à dire. Je ne peux qu'observer et trouver des gens qui viennent intervenir. Et c'est ce que j'ai fait. C'est pourquoi j'ai mis du temps à parler. J'ai donné des coups de fil et essayé de voir comment je peux apporter ma modeste contribution à l'apaisement de cette situation, a d'emblée déclaré Tiken Jah Fakoly. Pour l'artiste, il est important que la tension s'apaise pour le bien des deux peuples du Mali et de la Côte d'Ivoire. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, la situation n'est pas débloquée et elle commence à être très sensible. Ça commence à être très dangereux parce que le Mali et la Côte d'Ivoire étant de voisins. Le peuple malien et le peuple ivoirien, les Ivoiriens du Nord, étant des frères, il y a un lien historique. Donc il faut tout faire pour apaiser. Il faut laisser les politiciens dans leurs calculs politiques, dans leur jeu. Il faut éviter que la population ne soit touchée par cette situation. C'est ce qui est en train d'arriver aujourd'hui malheureusement avec les interdictions de concert de certains articles, avec le feu qu'il y a sur les réseaux sociaux. Donc nous devons faire attention à ce qu'il n'y ait pas de gros problèmes entre le Mali et la Côte d'Ivoire, a expliqué Tiken Jah Fakoly. Guillaume Kigbafori Soro dans la peau de l'opposant, le président de Génération et Peuple Solidaire, GPS, Guillaume Soro a dressé, le samedi 13 août 2022, un bilan peu glorieux de la gestion du pays par Alassane Ouattara. Secteur par secteur, Guillaume Soro a critiqué la gestion du pays par Alassane Ouattara. Mais, l'ex-premier ministre ivoirien ne s'est pas contenté de dénoncer les failles de la gouvernance de la Côte d'Ivoire par l'ancien directeur général adjoint du Fonds monétaire international, FMI. Il a proposé des recettes qui, à l'entendre, si elles sont mises à l'œuvre, donneraient un visage plus reluisant au pays. Ces critiques sans complaisance, c'est à l'occasion de la Conférence nationale d'expression citoyenne, CNEC, le tout premier congrès de son mouvement depuis sa mise en place en 2019, que l'ancien président de l'Assemblée nationale les a faites, par visioconférence. Au plan social, la gouvernance actuelle semble renvoyer le capital humain à un rang secondaire, a-t-il débuté son exercice de déconstruction. La difficile réalité des Ivoiriens au quotidien. Les chiffres en milliards de francs CFA annoncés par le gouvernement semblent lointains de la réalité des Ivoiriens.
À force de les abrutir et leur rabâcher les oreilles avec des milliards, même si un temps l'effet de l'hypnose opérant, le peuple ivoirien se croit dans un monde paradisiaque, le retour à la réalité n'en est que plus violent quand, assis, la nuit tombée dans sa cour commune d'Abobo, le citoyen lambda ivoirien réalise qu'il n'a pu fournir le seul repas de la journée à sa famille. C'est pourquoi, relativement au discours à la nation du 6 août dernier, les pompeuses annonces d'augmentation de salaire ça et là ne peuvent plus le tromper quand un banquier ou un économiste vient à dire à un client qu'il veut l'enrichir au détriment des actionnaires de la banque. Il faut bien se poser des questions, a relevé l'ancien secrétaire général de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire. Fessi, c'est une évidence, le taux élevé de pauvreté et le chômage demeurent une gangrène pour notre pays. Au-delà des opérations de remise de chèques à une poignée de jeunes triés sur le volet, aucune perspective n'est offerte à notre jeunesse, a fustigé le président de GPS qui a aussi posé le diagnostic du système de santé en Côte d'Ivoire, un système DE-Santé-PEU rassurant, le gouvernement ayant opté pour la quantité au détriment de la qualité. Les dépenses de santé inscrites aux différents budgets de l'État privilégient la construction d'infrastructures, faisant peu cas du recrutement et de la formation du personnel soignant. Et là encore. De ce fait, le ratio personnel soignant rapporté à la population reste très en deçà des standards internationaux. Cette orientation du gouvernement obéit plus à des besoins de communication politique qu'à la satisfaction réelle des besoins des populations.